Bon, on connaît tous cette scène. Dans les couloirs, les bureaux des achats, un nouveau marché public se prépare. On a enchaîné les réunions, passé des heures sur le dossier, l'équipe est à bloc, tout a l'air parfait. Et pourtant, on le voit encore et encore, ces fameux marchés qui dérapent complètement avant même leur publication. Dans cette analyse, on va vraiment décortiquer l'anatomie de cet échec invisible. Parce que l'enjeu, il est colossal. On parle de millions d'euros d'argent public bloqué, de chantiers à l'arrêt, de services repoussés aux colonnes grecques. En fait, c'est exactement comme s'acharner à construire un immense building sans jamais vérifier si les fondations sont en béton armé ou juste en sable. Alors pourquoi ça coince autant? C'est la douleur organisationnelle numéro 1 pour les acheteurs publics. On a une mécanique qui est ultra encadrée, super stricte, et on se demande comment elle peut s'enrayer avec une telle régularité. Ce moment précis, ce point de bascule, où le projet vacille alors qu'il n'a même pas encore vu l'ombre d'un fournisseur, c'est l'un des mystères les plus coûteux de la commande publique. Ça frustre absolument tout le monde, parce que le crash se passe complètement dans l'angle mort. Mais pour comprendre tout ça, il faut d'abord oublier les coupables habituels, ceux sur qui on a la fâcheuse habitude de taper. Parce que le premier réflexe quand un marché s'effondre, c'est quoi? C'est de pointer le grand méchant loup, la lourdeur du droit. On lève les bras au ciel, on dit que les procédures sont trop rigides. Ensuite, boum, on accuse le fameux dossier de consultation des entreprises. On se dit qu'il a été mal rédigé, qu'il manque de clauses pour se couvrir. Mais quand on regarde vraiment de près les processus d'achat, la réalité est tout autre. Les textes de loi, honnêtement, ils font très bien le job. Et les acheteurs savent rédiger des contrats béton. Non, le vrai coupable ne porte pas de robe d'avocat. Il se planque ailleurs, bien avant la moindre ligne de croix. Tout démarre très souvent avec ce fameux lancement en pilote automatique. Imaginez la scène classique. Réunion de démarrage, le service technique liste ses envies, le planning est super serré, c'est l'urgence absolue. Et avec cette pression, la machine s'emballe complètement. On prend le cahier des charges précédent, on le retouche vite fait à la marge, on rajoute 2 ou 3 demandes urgentes par-dessus, et hop, on publie. C'est expéditif. Sur le coup, tout le monde respire. On se dit « ouf, le dossier avance ». Sauf que personne ne capte qu'on vient de saboter les fondations même du projet, juste par manque de remise en question. Et là, c'est l'effet domino. Le retour de bâton est immédiat. Dès que le document sort, les boîtes mail explosent, les entreprises commencent à poser des questions dans tous les sens, ça n'en finit plus. On réalise soudainement que les candidats ont des interprétations diamétralement opposées du périmètre du marché. Ce qui devait être une bête mise en concurrence se transforme en un véritable marathon de clarification. C'est mathématique. Cette phase de publication chaotique, c'est la garantie absolue que quelques mois plus tard, l'exécution du contrat sera un enfer. D'ailleurs, les symptômes de cette fondation bancale, ils sont flagrants. Des offres fournisseurs qui partent dans tous les sens. Impossible à comparer objectivement. Des malentendus profonds sur la technique et le besoin d'ajuster le tir en permanence. Mais attention, ça ne reste pas sagement dans les bureaux administratifs. Sur le terrain, ça se traduit par des chantiers bloqués, des retards faramineux et des coûts qui explosent le plafond. À ce stade, l'acheteur public ne pilote plus rien du tout. Il subit. Il essaie juste de colmater les fuites d'un bateau qui a été percé dès le départ. Et au milieu de tout ce chaos, il y a un silence assourdissant sur la question la plus basique qui soit. Dans notre super mécanique bien huilée, le service technique demande, les achats rédigent, le juridique valide. C'est le travail à la chaîne parfait. Mais dans ce flux incessant, c'est super rare que quelqu'un appuie sur le bouton pause pour poser cette question toute bête, mais au fait, de quoi on a réellement besoin? Eh bien, cette petite question manquante, c'est le trou noir qui aspire nos futurs contrats. Et c'est là qu'on tombe dans un piège monumental. On confond complètement le vrai besoin avec l'habitude interne. C'est fou quand on y pense. Beaucoup d'organisations sont intimement persuadées de définir un besoin stratégique hyper pointu, alors qu'en fait, elles font juste un copier-coller de vieilles routines. Elles maquillent une simple habitude de bureau en une exigence technique absolument incontournable. Le truc, c'est que cette illusion tient bon parce que ces fameux besoins sont truffés de biais. Des biais complètement invisibles pour les équipes qui ont le nez dedans tous les jours. C'est hyper révélateur quand on décortique ça. Souvent, le besoin est construit historiquement. On fait comme ça parce qu'on a toujours fait comme ça. Point. Ensuite, il est biaisé techniquement. On s'aligne sur ce qu'on sait déjà faire en interne, pas sur l'innovation. Et puis, il est figé sur le plan organisationnel. Ça crée une carapace blindée autour du projet. Une carapace tellement fondue dans le décor qu'absolument personne ne la voit. Alors, s'il y a bien une phrase, une seule, qui devrait faire clignoter tous les voyants rouges dans un bureau d'achat, c'est celle-ci. Oui, mais ça, pour nous, c'était évident. Bam! Cette petite réflexion qu'on lâche souvent en plein milieu d'une dispute avec un fournisseur exaspéré, c'est le cœur du problème. Ça prouve que le cahier des charges était rempli à ras-bord d'implicites, de non-dits, de petits raccourcis mentaux que seuls les anciens de la boîte peuvent comprendre.
Et c'est à ce moment précis que le choc frontal se produit entre l'interne et l'externe. Ce qui est limpide, genre l'évidence absolue pour un service technique, c'est un pur mystère pour le marché. Le fournisseur, lui, il n'est pas dans l'organisation. Il n'est pas à la machine à café pour entendre les détails. Il ne connaît pas les vieilles manies des services. Construire un contrat public sur des évidences qu'on ne prend pas la peine d'écrire, c'est créer un déséquilibre d'information fatal. Résultat garanti, instabilité maximale et conflit à la clé. Donc il est vraiment temps d'arrêter de compter les pailles du DCE ou d'empiler les clauses restrictives et de se poser la vraie question. À ce stade, la seule chose qui compte, c'est: est-ce que cette exigence a été authentiquement construite? Est-ce qu'on l'a passée au peigne fin? Est-ce qu'on a osé la challenger en interne? Ou est-ce que c'est juste la traduction juridique de notre bonne grosse zone de confort? Parce que oui, définir un besoin, ça demande un vrai effort intellectuel. Il faut déconstruire nos propres croyances. Alors, comment on brise ce cycle de manière concrète? Avec un outil qui est franchement sous-exploité, le sourçage. Historiquement, on voyait ça comme une prise de contact polie, un petit tour d'horizon des fournisseurs. Faut tout oublier. Le sourçage, c'est le crash test ultime. C'est le ring où nos certitudes internes doivent se prendre en pleine face la réalité du marché. Tester le besoin, demander carrément aux boîtes externes si ce qu'on demande a du sens, si c'est faisable ou juste complètement daté. C'est la fonction vitale de cette étape. Parce que si on saute cette étape, si on garde nos petites exigences bien au chaud, sous cloche, sans jamais les frotter au marché extérieur, le cahier des charges devient un truc complètement hors sol. Ça se transforme en pure fiction administrative. Ah, il sera parfait juridiquement parlant, hein, la grammaire sera irréprochable, rien à dire, sauf qu'il décrira des processus ou des technologies qui n'existent même plus dans le secteur économique visé. Mais bon, rassurez-vous, tout n'est pas perdu. Il y a des méthodes super structurées pour reprendre le volant avant de foncer dans le mur. L'idée, c'est d'utiliser des outils comme les fiches décision. C'est un document d'arbitrage interne qui nous oblige à justifier chaque demande au millimètre près. Ça permet d'opérer chirurgicalement. On sépare le vrai besoin de la vieille habitude collante. On traque les zones d'ombre, on chasse les implicites. Le but, il est limpide, fabriquer très en amont un contrat qu'on pourra vraiment piloter, et pas une machine à générer des litiges automatiques. D'ailleurs, il faut remettre l'église au milieu du village concernant le rôle du juridique. Le droit des marchés publics, c'est un garde-fou incroyable. Ça garantit la transparence, l'égalité, ça blinde la procédure de façon implacable. Mais soyons très clairs, aucune loi, aucune clause magique ne pourra jamais réparer une fondation qui est bancale à la base. Si la matière première, notre fameux besoin, est vérolée par nos propres biais, même la plus belle des armures juridiques ne nous sauvera pas du crash opérationnel. Pour conclure cette analyse, j'aimerais qu'on garde ça en tête. Quand on gère de la commande publique, on a souvent les yeux rivés vers l'extérieur. On cherche le risque dans les aléas de l'économie, chez le fournisseur qui pourrait flancher. Mais le vrai danger, le risque le plus dévastateur, est ce qu'il ne se cache pas simplement chez nous, à l'intérieur de nos propres murs. Il dort tranquillement dans tout ce qu'on considère comme évident. Remettre en question nos certitudes, ce n'est pas un petit luxe intellectuel, c'est une nécessité vitale. Le vrai risque n'est-il pas dans nos propres évidences, bien avant d'avoir consulté le marché ?